Bonjour Virginie Carolo-Loutreau, vous êtes présidente de Caussen Agglo depuis juillet dernier et maire de Port-Jérôme-sur-Seine depuis un petit peu plus de 6 ans. Et vous souhaitiez tout naturellement, malgré le contexte qui pèse sur nous depuis près d'1 an, pouvoir rassurer, annoncer et emmener avec vous l'ensemble des acteurs du territoire, mais aussi les habitants. Vous avez choisi cette façon, la vidéo et puis ce canal, les réseaux sociaux, pour vous adresser au plus grand nombre. Merci Michel. Cela n'aura échappé à personne. C'est une année extrêmement particulière que nous avons vécue en 2020. Une année avec une crise sanitaire, avec une crise économique et une crise sociale. Et je souhaitais continuer malgré tout un message optimiste. Les vaccins sont arrivés, mais de le faire sous la forme la plus naturellement possible, de manière dématérialisée, distancielle comme on dit aujourd'hui. Je tenais à faire ces vœux, mais je le fais d'une manière différente. Quelque part, ça marque aussi un changement de mandat, un changement de méthode et je suis ravie de toucher peut-être un plus grand nombre pour exposer tous les projets et toute la tâche que nous avons pour défendre ce territoire, moi et tous les maires, les élus qui m'ont donné la mission de relever ce défi pour l'année 2021 et tout le mandat. Alors face à cette situation très particulière, comment a réagi Caussen Agglo? Est-ce que vous avez pu être, et je me doute que vous l'avez été, réactif, et comment ça s'est traduit en fait dans les faits? Oh, ça a été très rapide. L'ensemble des équipes et des élus sont mobilisés et nous avons d'abord commencé tout au long de cette année à prendre la température du terrain, à mettre en place des dispositifs qui émanaient des demandes des citoyens, des entreprises. Sur le monde économique, un phoning massif a été fait tout au long de l'année. Nous avons pu faire émerger des nouveaux projets comme acheter sur Caussen.fr, une marketplace qui fonctionne très très bien. Nous avons pu aussi continuer à mettre en place nos boutiques tests pour aider les commerçants à lancer de nouvelles activités. Nous avons mis aussi en place un fonds très important. Le fonds national existait pour les commerces qui étaient fermés, le fonds régional aussi, Impulsion Relance, puis Impulsion Résistance, mais nous avons été plus loin. En écoutant nos commerçants, nous avons décidé de les accompagner et de leur verser 500 € pour aider à financer le loyer tout au long de leur fermeture administrative. Ça a été un dispositif mis en place en 15 jours, 3 semaines. Les services ont été réactifs, nous avons été attentifs et c'est comme ça aussi que l'on défend un territoire. Et pour le long terme, nous avons quand même maintenu les dispositifs comme Rebond. 4 dossiers ont déjà été présentés, des dossiers innovants pour lancer des jeunes entrepreneurs. D'autres dossiers sont encore en étude tout au long de l'année 2021. Et pour aller dans votre sens, Jean-Marc Vasse, en tant que président de Caussen Développement, va maintenant nous détailler d'autres actions qui ont été menées en direction des commerçants et des artisans. Nous sommes arrivés en Seine chez Nathalie Delabarre, l'Institut Biche. Nathalie a bénéficié de la mobilisation de l'agence pour son accompagnement pendant cette période de confinement. Qu'avons-nous fait? D'abord, nous l'avons aidé à l'immobilier d'entreprise et à la prise en charge d'une partie de son loyer pendant ce 2e mois de confinement. De même, nous l'avons accompagné aussi sur la digitalisation. Le Click and Collect, c'est aussi une marketplace que l'agence a mise à disposition de l'ensemble des commerçants qui le souhaitaient. Et ainsi, chacun a pu s'adapter à sa clientèle et permettre une poursuite d'activité. Nathalie a aussi bénéficié des 2 dispositifs du Conseil régional, Impulsion Relance et Impulsion Résistance, en complément des aides de l'État. Et c'était tout à fait essentiel d'accompagner cette économie locale, cette économie des territoires. Vous le voyez, l'agence est aussi bien au service des grandes entreprises que du petit commerce de proximité qui est si essentiel à la vie de nos concitoyens. Vous le voyez, notre agence de développement économique, Caussen Développement, était au rendez-vous de l'agglo. Voilà des types d'exemples très concrets. Est-ce qu'il y a d'autres leviers que vous pouvez appuyer pour relancer et puis soutenir l'activité économique? Alors, je ne peux pas être ici à l'Abbaye du Valas sans vous parler aussi des espaces de coworking qui ont continué de fonctionner tout au long de ces périodes et qui est quasiment plein. Cet espace est occupé par 12 entreprises sur 13 bureaux et places disponibles. C'est un vrai succès, ça nous permet aussi de faire émerger les nouveaux projets. Mais il n'y a pas que les entreprises, il y a aussi toutes les personnes qui sont en recherche d'emploi. Cela fait plus de 3 ans que nous œuvrons avec Marie Loison pour faire du sur-mesure concernant les chômeurs longue durée. C'est ce qu'on appelle le dispositif Territoire Zéro Chômeur de longue durée. Nous sommes enfin rentrés dans le dispositif, on espère être labellisés très prochainement, au 1er semestre 2021, et nous avons accompagné plus de 50 demandeurs d'emploi qui ont des initiatives, des compétences, des idées, des envies.
Ça fait, avec le monde associatif et les entreprises, plus de 2 ans que nous œuvrons pour monter des projets avec eux qui sont prêts à démarrer et qui vont nous permettre de remettre ces personnes sur l'emploi, mais aussi de créer des activités que le champ du privé classique n'occupait pas. C'est un vrai travail de longue haleine de s'occuper des demandeurs d'emploi et c'est une partie très importante du travail de Cosenaglo aussi. Accompagnement sur la base de formation, vous venez de le dire, c'est pour ça qu'on va se diriger tout de suite en direction du pôle d'économie sociale et solidaire, en compagnie de Françoise Loison, que vous avez citée, en qualité de conseillère communautaire déléguée à l'économie sociale et solidaire, à l'emploi et à la formation. Merci Michel. Nous sommes bien sur le chantier de la future pépinière d'entreprises solidaires et écologiques qui, je l'espère, ouvrira en automne 2021, avec à l'intérieur le Clips Ressourcerie qui actuellement est sur 2 sites, Saint-Eustache et Lillebonne, qui va regrouper ses activités à la fois de recyclage et de textile. Et aussi le maraîchage bio porté par Bateau de Bretonne qui nous permettra de fournir nos cantines en légumes bio et qui travaille actuellement à fournir aussi quelques paniers pour nos habitants du territoire et aussi d'autres cantines du territoire. Il y aura en plus le garage social et le Fab Lab. J'espère que toutes ces structures pourront se développer, augmenter leur population en insertion et aussi être un partenaire incontournable de notre démarche Territoire zéro chômeur de longue durée qui aussi, je l'espère, pourra commencer en 2021. On revient du pôle concrètement, mais vous avez aussi d'autres actions qui sont tout aussi concrètes. C'est un fil conducteur à Cosenaglo. La première des solidarités, c'est l'emploi. Pour favoriser l'emploi, il faut aussi passer par la case apprentissage. Nous croyons beaucoup à l'apprentissage. Nous avons été, nous, collectivités du territoire, dans les pionnières dans le nombre d'apprentis recrutés. Derrière tout ça, il y a aussi les organismes de formation privés comme l'UIMM qui a aussi un centre de formation qui augmente chaque année sur Port-Jérôme-sur-Seine, mais nous œuvrons aussi pour ouvrir des nouvelles filières. Un BTS maintenance industrielle à coloration hydrogène va ouvrir en septembre 2021 au lycée Coubertin qui est notre pierre angulaire de la formation et de l'apprentissage. Le pôle céramique Normandie aussi s'est installé sur le territoire dans des bâtiments à l'échelle de l'ambition que la région a mis dans ce site pour former des personnes mais aussi pour accompagner à l'éveil culturel. C'est un tout, c'est un fil conducteur que nous menons et nous continuons à œuvrer pour développer de nouvelles formations sur le territoire. Vous venez de citer la région, on dit souvent qu'à plusieurs on est plus fort, ça veut dire que votre projet, il est accompagné par l'ensemble des autres collectivités. La région, c'est notre chef de file en matière de développement économique. Donc, évidemment, nous travaillons avec les services de manière très étroite. L'ensemble des projets qui aboutissent sur le territoire sont étudiés en commun avec la région, avec les services de l'État pour faire aboutir, pour faire émerger une solution nous permettant d'accueillir des entreprises. Nous sommes aussi guichet unique. Nous essayons de faciliter l'accès aux subventions, aux aides, aux prêts à taux zéro, formulés par la région, par l'État et aussi de manière autonome sur l'immobilier d'entreprise par Cosenaglo. Là encore, c'est une action commune. Ce que l'on veut, nous, c'est faire le front office et que nos entreprises ne s'occupent pas du back office. Faciliter les démarches sur le territoire, c'est vraiment essentiel. Dans ce cadre-là, nous avons été aussi moteurs dans territoire d'industrie pour mobiliser l'ensemble des territoires de l'Axe Seine sur un certain nombre de filières. Économie et écologie industrielle, hydrogène, éolien, formation, apprentissage. C'est tout un tas de domaines que nous avons intérêt à travailler à plus large échelle plutôt que sur notre territoire, même si je pense sincèrement que c'est celui qui a peut-être le plus de potentiel foncier, humain, et puis des élus motivés aussi, comme toutes les équipes qui m'entourent. Et vous venez de faire la parfaite transition avec notre rendez-vous de demain, puisqu'on parlera de transition énergétique, thème qui fait partie de l'ADN de votre territoire, et ce qui nous permettra également d'évoquer les moyens de le développer sur la capacité à attirer ce fameux pouvoir d'attraction que recherchent bon nombre de collectivités. Et vous constaterez que sur le territoire de Cosenaglo, on n'a pas perdu de temps et on continue à en récolter les fruits. Une idée, la seule qui prévaut à toutes, c'est de dire qu'on va laisser une planète vivable à nos enfants. Et ça, c'est essentiel et on le partage avec l'ensemble des élus de Cosenaglo. Dans ce cadre-là, on a lancé les différentes démarches. Il y a bien longtemps, l'agenda 21 ou le plan climat
énergie territoriale, qui est aujourd'hui déclinée en plan climat-énergie-air territorial. C'est cette stratégie bas carbone, réduction des émissions d'ici 2050, que nous menons sur notre territoire avec, pour nous, un horizon 2030, réévalué en 2040 puis en 2050 pour respecter pas seulement les grandes idées, les grandes impositions des sommets internationaux sur le climat, mais surtout pour faire en sorte que ce territoire continue à être attractif, soit non plus carboné, mais énergétique. Pour ce faire, nous avons lancé l'appel à manifestation d'intérêt avec la région sur territoire 100% ENR. Et dans ce cadre-là, nous avons travaillé avec le Conseil de développement pour toute la partie concertation publique. Parce que pour y arriver, il va falloir qu'on y aille ensemble. C'est le collectif qui compte et emmener les citoyens avec nous qui sont à l'origine de la consommation énergétique à travers les transports, à travers le logement, à travers les habitudes de vie. Pour les emmener avec nous, il faut bien concerter. Le CODEV nous accompagne et nous allons encore concerter. Et je suppose qu'il en sera question lors des assises de la transition que vous souhaitez tenir cette année, et même que vous allez parler d'hydrogène. C'est un thème, une énergie à laquelle vous tenez fortement. Vous êtes bien renseigné. Les assises 2021 que vous citez seront forcément tournées aussi autour des énergies de demain. L'hydrogène, nous ne sommes pas les seuls en France, ni en Europe, ni dans le monde entier. Mais je crois sincèrement que notre territoire a un potentiel phénoménal avec nos partenaires géographiques tout au long de l'axe Seine pour développer cette énergie. Nous avons besoin de cette souveraineté énergétique au niveau mondial. Nous avons besoin de ne pas être tributaires de l'étranger sur nos apports énergétiques et en plus de décarboner complètement notre industrie et nos usages. Le seul moyen, c'est de produire de l'hydrogène. Pourquoi je me prône un petit peu en Madame Hydrogène du territoire, c'est que nous avons ici, sur Saint-Jean-de-Folleville, le seul projet important à l'échelle européenne de production massive d'hydrogène. 28 000 tonnes dans une première tranche. Sur 27 hectares, c'est presque 60 000 tonnes qui pourront être produites en hydrogène gazeux. Ça peut alimenter une partie de l'industrie pour la décarboner, même si d'autres projets le font déjà, comme Cryocap. Ça peut aussi faire émerger des volontés de mobilité lourde, maritime. Nous pourrons très bien fournir aussi l'hydrogène à des points d'avitaillement sur les ports. Nous travaillons d'ailleurs avec Aropa sur ce sujet. Nous travaillons avec Le Havre, nous travaillons avec Rouen pour faire en sorte que l'axe Seine soit l'axe majeur de l'hydrogène, même s'il y a besoin d'initiatives partout en France. Il y a d'autres territoires qui sont avancés, mais nous avons choisi d'avoir la voie de production d'hydrogène, mais aussi la mobilité à travers des stations, comme EasyMob. La région a financé avec nous un maillage de stations hydrogène. Il y en a une à Lillebonne, il y en aura une sur Port-Jérôme-sur-Seine. C'est tout un travail d'acculturation sur cette nouvelle énergie qui est essentiel pour pouvoir décarboner notre vie, notre industrie et nos habitudes. Alors on va revenir dans un instant, vous avez parlé effectivement de transition énergétique, d'éolien, de méthanisation, on va y revenir dans un instant, mais vous avez parlé aussi de mobilité. Et là j'allais dire, naturellement, on peut se laisser transporter par d'autres moyens de mobilité. 83% des habitants du territoire se déplacent avec un véhicule. Et pourtant, vous avez sur plus de 4 000 élèves, chacun peut accéder à son établissement scolaire à moins de 2 km. Pour 23% des habitants de Cosseine-Aglo, l'emploi est à moins de 4 km. Et pourtant, nous sommes 2% à circuler en vélo. Pour nous, c'est essentiel de créer les conditions favorables pour faire émerger la mobilité par le vélo. Un schéma, ça passe par les infrastructures, ça passe par les services, ça passe aussi par l'accompagnement de la mobilité. Nous allons louer des vélos, nous allons mettre des stations en place de recharge, nous allons mettre des routes en place pour sécuriser, ça c'est très important, tous les trajets en vélo afin de faciliter ce déplacement. Et puis il y aura aussi Barnabé. Barnabé, alors nous avons déjà travaillé avec Caros, si je peux me permettre en introduction. Caros va nous permettre de faire du covoiturage entreprise, puisque les déplacements principaux sont pour aller de son domicile à son travail. Et puis Barnabé, demain, est une application qui devrait nous accompagner pour faire émerger vos habitudes, les habitudes de nos citoyens en déplacement, et de faire matcher du transport à la demande avec du transport régulier, avec des lignes express que la région va mettre en place entre Le Havre, Port-Jérôme-sur-Seine, Lillebonne, Bolbec et les gares. Mais demain, pourquoi pas, des petits véhicules électriques, des autolibres qu'on pourrait mettre dans les gares. Quand vous achetez votre billet train, vous pouvez accéder directement à l'endroit où vous devez aller, la Révima ou Auril pour un entretien. Et puis, vous achetez tout ça avec votre billet train. Nous avons énormément d'idées pour désenclaver nos territoires. La mobilité collective est aussi possible sur des territoires comme le nôtre.
on ne peut pas parler de transition énergétique sans parler de biodiversité, et c'est justement ce dont va nous parler maintenant Didier Peralta en qualité de vice-président de Cosen Aglo pour les transitions. La biodiversité est une partie importante de notre politique environnementale à Cosen Aglo. Le respect de la biodiversité, mais également la reconquête de la biodiversité. Nous avons été retenus territoire engagé pour la nature par la région Normandie. Et à ce titre, nous lançons les premières actions dès 2020 et nous allons les poursuivre en 2021, notamment avec la réalisation d'un atlas de la biodiversité, car on ne protège bien que ce que l'on connaît bien. Donc nous lançons cet atlas dès 2021 pour connaître l'état de la biodiversité dans notre territoire. Il s'agira ensuite de la préserver notamment les zones humides et le respect de la qualité de l'eau qui sont des éléments très importants du respect de la biodiversité. Voilà les événements qui sont mis en avant par Cosen Aglo dans le domaine du respect de la biodiversité. Et en complément de ce que vient d'indiquer Didier Peralta, peut-être d'autres exemples complémentaires ? Il est évident pour nous, qui sommes un territoire axé sur le développement économique, que nous avons un œil particulier sur la préservation des espaces naturels et de la biodiversité, comme l'a dit Didier. Nous avons d'autres projets qui ont été menés à bien, comme la renaturation de l'espace de la Peupleray, à côté de la zone de Caudebec-Saint-Vendrille, maintenant Rive-en-Seine-Saint-Vendrille, et puis aussi sur le four à chaud. Même si ça n'est pas complètement terminé, puisque nous avons renaturé les arbres, remis aussi la rivière dans son lit, mais que d'autres travaux sont encore à venir. C'est un fil conducteur que nous avons aussi. Il s'agit de traiter tous les aspects de nos territoires de manière équilibrée. Chacun doit trouver sa place. Le monde naturel, la faune et la flore, le monde agricole, le monde économique, c'est le seul moyen de pouvoir laisser, là encore, une planète à nos enfants. En cela, les énergies diverses et variées sont les bienvenues, l'éolien, la méthanisation, le bois, le solaire évidemment. Comme on l'a dit tout à l'heure, le plan climat-énergie territorial nous envoie un défi de grande envergure. C'est de faire en sorte de produire autant d'énergie renouvelable que nous consommons d'énergie. Ça veut dire diviser notre consommation par deux, par la sobriété et l'efficacité. La sobriété, c'est couper l'eau du robinet quand vous vous lavez les dents, et l'efficacité, c'est de mettre des mousseurs. Et ça, c'est très important de transmettre ces gestes à l'ensemble de nos habitants. Et le deuxième volet, c'est de produire de l'énergie renouvelable pour pouvoir compenser l'énergie qu'on ne pourra pas ne pas consommer. Et pour ce faire, nous sommes lancés dans un plan éolien, pour avoir un développement de fermes solaires, mais aussi pour accompagner l'ensemble des particuliers qui souhaiteraient mettre des panneaux solaires sur leur toit, pour leur donner les bons exemples, pour leur donner les bonnes indications ou les bonnes entreprises. Nous avons aussi un développement sur l'éolien, avec un schéma, une zone de développement éolien qui avait été faite il y a plusieurs années, pour ne pas avoir de projets en dehors des clous et pour pouvoir vraiment avoir aussi une concertation massive autour de ces projets, c'est extrêmement important. Mais je vous citerai aussi la filière bois. Pourquoi construire avec du bois qui vient de l'étranger, alors que notre chaîne s'en va être mise en valeur en Chine? Il faut absolument développer des filières bois locales sur notre territoire. Mais il y a aussi la méthanisation, il y a aussi des tas de sujets. C'est le mix énergétique qui fera en sorte que notre territoire jouera sa carte de l'énergie et pourra continuer à développer les activités en son sein. Mix énergétique, transition énergétique, sauvegarder la planète, c'est aussi faire en sorte que ce que l'on produit comme déchets nous serve aussi comme énergie. Ça fait longtemps que la question des déchets est au centre de la politique de Cosen Aglo et de ces communautés de communes ancestrales. Nous avons toujours prôné la culture du recyclage. Nous allons plus loin aujourd'hui avec l'écologie industrielle. Nous cherchons à connaître, en mettant en lien des entreprises, les matières premières des uns qui sont les déchets des autres. L'idée, c'est de travailler de manière vertueuse avec l'ensemble des entreprises et des acteurs du territoire. Des exemples concrets. Notre usine de valorisation énergétique, notre incinérateur, revend de la vapeur à l'entreprise Stéréo juste à côté. D'autres entreprises redonnent du polystyrène à une entreprise d'insertion qui le reconditionne pour le revendre. Tout un tas de systèmes de synergie entre entreprises ont été détectés. Plus de 200 synergies sont possibles. Avec une très forcément prépondérante, c'est l'énergie vapeur, l'énergie, la chaleur qui est produite sur le territoire. Demain, pour chauffer des villes, demain pour pouvoir produire de l'électricité et pourquoi pas alimenter l'électrolyseur d'hydrogène que nous installerons sur Saint-Jean-de-Folleville. On n'oublie pas non plus les nouvelles technologies comme vecteur à la fois d'économie de ressources, mais également comme véritables nouvelles solutions. Nous avons des vraies solutions au niveau de ce qu'on appellerait le territoire intelligent. On dit plus communément smart territoire. Il nous paraît essentiel pour prendre les bonnes décisions, d'avoir les bons éléments pour prendre ces décisions. Je vous donne un exemple très concret.
Le plan de rénovation énergétique massive des bâtiments se fait sur des indicateurs. Il est inutile d'aller rénover un bâtiment sur lequel vous n'avez pas de levier important. Vous devez connaître vos consommations énergétiques pour pouvoir agir de manière le plus efficace possible. Pour les bâtiments publics, plus de 10 bâtiments ont été audités et vont faire l'objet de travaux démonstrateurs qui après vont permettre un déploiement jusqu'à la fin du mandat, mais aussi pour les particuliers. C'est une question de santé publique, c'est une question de confort, c'est une question d'équité. Les maisons de nos habitants doivent être rénovées. Nous avons un guichet unique. Hier, l'espace info-énergie, demain, le SAR. Nous adaptons aux dispositions réglementaires. Ce sont des personnes mises à votre disposition pour vous accompagner dans la rénovation énergétique. Mais pour ce faire, le territoire intelligent est essentiel. Il faut connaître les quartiers où il y a le plus de maisons rénovées, où il y a plus de déperdition de chaleur, une thermographie, où il y a plus de consommation électrique. C'est l'accompagnement de tous les compteurs intelligents qui ont été disposés. Mais la Smart Territoire, c'est aussi mieux se garer en ville. Pourquoi faire 2 places de parking par logement alors qu'à 30 mètres, vous avez des places de libre? Par une application, vous pourriez être au courant. C'est mettre des ombrières sur l'ensemble des espaces couverts des parkings des immeubles collectifs. C'est tout un tas de dispositifs qui vont nous permettre d'être plus intelligents, plus efficaces, que ça coûte moins cher et que ce soit plus confortable pour chacun. Énergie, économie, attractivité, 3 thèmes que nous avons déjà évoqués dans nos rendez-vous précédents et qui vont revenir maintenant comme un boomerang avec celui d'aujourd'hui car la culture, le patrimoine, le tourisme, le thème de ce jour, englobe tous ces mots et en particulier d'ailleurs le tourisme qui a forcément connu des difficultés à travers la période qu'on vient de traverser. C'est une année très difficile pour les professionnels du secteur du tourisme. Malgré tout, nous avons eu aussi de bons retours sur ce tourisme vert qui est à la mode, sur le retour aux sources, le retour aux vacances françaises par les Français, et notre territoire a tous ses atouts en la matière. Nous pouvons offrir des week-ends gastronomiques, plus de 35 excursions insolites sont proposées par notre office de tourisme, et puis nous avons aussi lancé en parallèle, malgré la crise, des initiatives en matière de e-tourisme. Je parlerai plus tard du schéma hôtelier, mais ce qui est intéressant de voir, c'est tous ces outils développés pour pouvoir permettre un tourisme dynamique, souvent méconnus, et 2 lauréats ont été récompensés en fin d'année 2020 dans le cadre de l'appel à projet Tourisme Up avec le pôle TES qui travaille sur ces sujets-là. 2 initiatives qui nous permettent de faire des visites virtuelles du territoire et surtout d'avoir une offre coordonnée de notre office de tourisme à destination de tous. Le tourisme s'appuie très naturellement sur la richesse culturelle, le territoire culturel, et c'est renforcé forcément par son maillage, son réseau, toutes les structures qui vont dans ce sens. Les structures, je le disais tout à l'heure, c'est la structure hôtelière. L'idée de notre office de tourisme, l'ambition de COSEN-AGLO, c'est de faire passer de statut d'excursionniste à un statut de touriste les gens qui croisent notre territoire, leur donner aussi envie de revenir. Pour ce faire, un schéma de développement hôtelier est à l'ordre du jour, mais aussi le maillage de l'ensemble des professionnels. Pendant la crise de Covid, nous avons aussi mobilisé tous nos restaurateurs pour qu'ils puissent donner des cours de cuisine, participer, rentrer encore chez les gens, ne pas perdre les bonnes habitudes, et ça nous a permis de rayonner beaucoup plus largement. D'autres structures, comme des powerlocks à énergie électrique, nous permettent d'accueillir de manière écologique l'ensemble des croisiéristes, plus de 70 000 croisiéristes. Nous avons besoin de les capter pour qu'ils consomment sur le territoire. Il s'agit aussi de la transmission du savoir à travers par exemple des musées, mais aussi la médiathèque. Nous avons tout un maillage culturel sur le territoire. Je citerai en premier lieu le conservatoire, avec ses élèves, ses musiciens qui animent le territoire tout au long de l'année. Les médiathèques existaient encore assez importantes sur Port-Jérôme-sur-Seine et sur l'île Bonne. Nous avons réduit ces espaces-là et nous en profitons pour mailler le territoire et faire la médiathèque de demain sur la ville de Bolbec. Un espace de tiers-lieu qui accueillera aussi le point d'accès au drap. C'est une vraie ambition d'équité sur le territoire, mais aussi d'accès à la culture pour tous. Les musées aussi, on le vend en poupe. Nous avons beaucoup d'ambition sur le projet Julio Bona et je crois qu'un de mes vice-présidents en parlera beaucoup mieux que moi. Eh bien justement, je vous propose de nous téléporter sur le site même depuis le musée Julio Bona où nous attend Pascal Zalec en tant que vice-président pour les musées et le patrimoine. Julio Bona, projet d'ampleur pour le territoire, en 2 phases. Un grand projet qui visera un nouveau musée dans les années à venir. Un deuxième projet à court terme qui est la valorisation du patrimoine par la mise en place d'un chemin d'interprétation du patrimoine. Il y aura aussi des animations de qualité au niveau du musée. Une application numérique qui nous permettra de visiter les sites
de Lillebonne. Nous avons aussi un projet de fouille sur la place Félix-Faure que nous espérons réaliser courant 2021, plus exactement de juillet à septembre. Le dernier volet, c'est la parution d'un livre courant 2021 qui nous permettra de voir Lillebonne de l'Antiquité à maintenant, en passant bien évidemment par la période romaine. COSCENAGLO, pendant 2 ans, a travaillé pour la collecte de nouvelles données sur Jules Lieu-Bonnat et nous espérons voir ce livre sortir début 2021. Virginie Carolo-Loutreau, qu'est-ce qu'on peut dire de plus après ce qui vient de nous être présenté ? Pascal a très bien exposé le projet, notre ambition de faire des choses opérationnelles, concrètes, mais aussi d'avoir une vocation scientifique sur Jules Lieu-Bonnat. Et moi, je voudrais conclure en disant, vous savez, si les Romains se sont installés là à l'époque, si c'était une cité aussi forte, il n'y a pas de hasard. C'est pour ça que nous sommes aussi une communauté d'agglomération très forte. Nous nous appuyons sur notre passé pour nous projeter vers l'avenir. Et on le fait aussi à Bolbec, à travers la friche d'Egenetay, l'ancienne friche de filature, qui est un grand projet aussi que nous lançons en 2021 sur le territoire, afin de regarder avec les habitants, avec les partenaires aussi du tourisme et économique du territoire, comment nous allons mettre en valeur notre patrimoine en matière de tissus, les indiennes sont quand même uniques et exceptionnelles, mais aussi en matière de savoir-faire, et puis demain d'apprentissage, d'école du design. C'est tout un ensemble qui devrait être créé en plusieurs phases, jusqu'à un hôtel, sur le site de Degenetay. Voilà, qu'il s'agisse de court, moyen ou long terme, tout ça correspond aux visions et aux actions à mener par COSCENAGLO. On vient à nouveau de le constater à travers les sujets abordés aujourd'hui. Et quelque chose me dit qu'il en sera encore question lors de notre prochain rendez-vous, en votre compagnie, bien sûr, Virginie Carolo-Loutreau, qui abordera le thème du cadre de vie et de la prise en considération de cette évidente proximité, toujours à optimiser, entre l'agglo et les villes qui en font partie. Nous allons nous arrêter sur le cadre de vie et ce que COSCENAGLO a apporté et peut encore développer, voire incarner. Et pour cela, il faut que chacun puisse y jouer son rôle et qu'ensemble, de façon la plus cohérente possible, une politique partagée soit menée et entendue. Entendu, c'est tout là le cœur de la question. Pour être entendu, d'ailleurs, nous avons déjà, nous les élus de COSCENAGLO, organisé notre façon de travailler. On a commencé ce mandat et c'est déjà bouclé depuis quelques semaines, un pacte de gouvernance pour savoir exactement comment on allait travailler avec les communes. Notre centre de réflexion, c'est de dire que l'attractivité de COSCENAGLO passera par le dynamisme de l'ensemble de ces villes, de ces centres-bourgs et de ces villages. Pour ce faire, on a d'abord régulé la façon dont on voulait travailler ensemble, faire remonter les informations, faire du collectif, faire de la transversalité, c'est le pacte de gouvernance. Et là, nous attaquons le projet de territoire en ce début d'année 2021, où nous allons pouvoir aussi balayer l'ensemble des contrats qui régissent notre territoire, des contrats imposés par l'État, par la région, par d'autres prestataires, des contrats aussi de collaboration avec les chambres de commerce, par exemple, qui nous accompagnent beaucoup en termes de revitalisation. Eh bien, tous ces contrats vont être, sous l'initiative de l'État, regroupés sous le contrat de relance et de transition énergétique. De là, nous déterminerons ensemble un projet de relance et de transition énergétique où nous allons mettre sous le régime du guichet unique, sous le régime de la simplification, l'ensemble de nos dispositifs pour que tout le monde puisse y voir clair. C'est ça qui nous paraît essentiel. L'attractivité d'un territoire repose fortement sur ce que constitue ce territoire et donc par conséquent de la manière dont on l'optimise avec différents types d'actions, de la reconversion, de la requalification en passant aussi par de la revitalisation. Dans ce dispositif-là, on a eu la chance, je dirais, c'est une suite logique de tout le travail des différents acteurs et communes du territoire. Nous sommes labellisés Petites Villes de demain. Le territoire de COSCENAGLO et 4 villes qui étaient éligibles. Je citerai donc Bolbec, Terre de Caux, Rives-en-Seine et Gruchet-le-Valas. Mais c'est tout un dispositif autour de l'ORT, qui est un autre dispositif en parallèle pour revitaliser les centres-bourgs, qui va pouvoir s'exercer sur l'ensemble du territoire. Tout ça nous amène de manière très simple à de l'ingénierie, des financements et du réseau. On se met ensemble avec des communes de même taille pour voir ce qui fonctionne et pouvoir le reproduire pour aller plus vite et avoir des leviers beaucoup plus importants. C'est de la rénovation énergétique, c'est d'avoir des commerces beaucoup plus dynamiques, c'est de faire en sorte que chacun puisse se parler du monde associatif, du monde économique et du monde institutionnel pour aller ensemble dans le même sens vers l'attractivité et le bien vivre ensemble sur les territoires.
Sur l'ensemble de ces territoires existe un certain nombre de friches. En fait, c'est une richesse. C'est une très grande richesse. Ça relève aussi de notre passé somptueux en matière d'industrie. On parle aujourd'hui de réindustrialisation de la France, de relocalisation des emplois. Ben, ça passera par l'utilisation de ces friches. Nous en avons, j'ai cité la friche des Genetais dans le cadre de la culture, du patrimoine et du tourisme, mais il y a aussi par exemple la friche Mazurelle, juste en face du lycée Coubertin. J'évoquais de nouveaux diplômes préparés par ce lycée, mais demain ce seront aussi des nouveaux ateliers techniques qui pourront être construits là, des secteurs d'activité accueillant des artisans, mais peut-être aussi du logement d'étudiants pour pouvoir créer toutes les conditions de l'apprentissage sur notre territoire. D'autres friches existent encore sur la commune de Gruchet, la friche Bretelle, mais aussi sur la commune de Port-Jérôme-sur-Seine, Dessolles ou autres, qui nous permettent de se réapproprier les centres-bourgs pour en faire du résidentiel de temps en temps, à d'autres moments des secteurs d'activité, des tiers-lieux, et de créer des dynamiques. Ce qui me paraît essentiel, c'est de ne plus cloisonner l'espace économique et l'espace citoyen. Nous devons remettre de l'activité dans les centres-villes, nous devons être des villes productives, des villes fertiles, et les friches sont une véritable richesse en la matière. Optimiser le cadre de vie, la qualité de vie, c'est un des thèmes de notre rendez-vous d'aujourd'hui, dit forcément amélioration, si ce n'est de notre santé, du moins de ce qui peut contribuer à nous maintenir en bonne santé, et on pense inévitablement à l'accès aux soins pour le plus grand nombre. On ne peut pas parler d'attractivité, être ambitieux sur le fait de faire venir de nouvelles familles pour travailler sur notre territoire, sans parler d'accès aux soins et à la santé. C'est un sujet prégnant en France et particulièrement dans cette France rurale, cette France qui ne relève pas des métropoles comme notre territoire et qui subit de plein fouet la désertification médicale. Dans ce cadre-là, nous avons plusieurs initiatives. Le Conseil de développement, notre organe citoyen, est à l'initiative de l'accompagnement aux professionnels de santé qu'évoquera Chantal Courcos. Mais d'autres sujets aussi ont été mis en place comme un PSLA, un pôle de santé ambulatoire libéral. C'est plus de 100 professionnels de santé qui s'entendent autour d'une association pour faire un maillage territorial autour de l'accès aux soins. C'est le plus grand de France. C'est une vraie initiative. Je salue les médecins du territoire et nous sommes à leur côté pour le rendre concret et faciliter l'accès aux soins pour chacun de nos citoyens. Vous venez de l'évoquer, l'installation des professionnels de santé, c'est primordial. Vous y travaillez déjà depuis plusieurs années, mais cela signifie aussi qu'on ne relâche aucun effort. Vous avez aussi cité Chantal Courcos en tant que vice-présidente pour l'accompagnement et les solidarités. On la retrouve tout de suite quasiment en situation. Oui, Michel, donc je suis en compagnie de Madame Suzanne Mallet, orthophoniste nouvellement installée sur le territoire de Cosseine-Aglo à Bolbec, dans le cabinet médical de Madame Kervella, qui a bénéficié de l'aide d'installation aux professionnels de santé. Donc je vais vous expliquer comment cela fonctionne. Alors cette aide d'installation est fléchée à 30 000 € par an sur Cosseine-Aglo. Nous versons à chaque professionnel de santé 10 000 € par nouvelle installation. En contrepartie, le professionnel de santé doit exercer 5 ans sur le territoire et signer aussi une convention entre le professionnel de santé et Cosseine-Aglo. À titre d'information, depuis 2017, nous avons eu 10 professionnels de santé nouvellement installés sur le territoire. Et tout ça, vous l'avez bien compris, pour le bien de tous. Et d'ailleurs, comment vous pouvez mesurer à la fois l'attente des usagers et mettre en corrélation les actions que vous poursuivez ou que vous impulsez? Là encore, le Conseil de développement, donc notre organisme citoyen qui nous fait remonter les projets, nous ont accompagnés. On a par exemple mis en place aussi une bourse pour les étudiants de 3e cycle de médecine. S'ils choisissent l'option médecin généraliste, une partie de leurs études est financée s'ils s'installent sur le territoire. C'est aussi la télémédecine qui est encouragée lorsqu'on a concerté sur la transition, les transitions sur le territoire. Nous avons fait émerger la problématique de la télémédecine. Nous sommes en expérimentation pour l'offrir à nos concitoyens aussi sur le territoire. L'ambition pour un territoire, ça passe par des projets, on l'a vu tout au long de cette semaine, et par de la cohésion aussi. La cohésion, c'est notre fil conducteur, c'est le ciment de notre territoire depuis toujours, c'est le rééquilibrage, c'est penser au monde rural comme au monde urbain, périurbain, mais penser aussi notre implication vis-à-vis des autres acteurs. Comment on fait en sorte
que ce territoire soit équilibré, cohérent, maillé, où il fait bon vivre dans n'importe quel endroit, par la mobilité, par les investissements, par les projets. C'est extrêmement important et ça continuera à être notre fil conducteur sur ce mandat et particulièrement sur l'année 2021. Cohérent, mais aussi visible. Visible pour les habitants, pour les acteurs de terrain, mais aussi visible à l'extérieur parce qu'il faut pouvoir produire, porter une image. Il est extrêmement important de véhiculer une bonne image, une bonne identité. La nôtre, plutôt industrielle, économique, tend depuis plusieurs années à aller vers l'environnement, l'équilibre sociétal, environnemental, la biodiversité. Nous faisons un pari de changer cette image du territoire. Son attractivité passera par cette image énergétique, loin de l'image carbonée que nous pouvions avoir. C'est essentiel pour continuer à attirer les populations de passage et continuer à maintenir aussi nos activités industrielles et économiques. En cela, cette semaine, vous avez attiré notre attention en termes d'énergie sur l'hydrogène. C'est quelque chose sur lequel vous portez beaucoup d'espoir et que vous voulez aussi incarner en quelque sorte. Je souhaite l'incarner parce que, à mon sens, ce n'est pas qu'un espoir pour notre territoire, mais c'est essentiel pour le développement de la France et de l'Europe. L'autonomie énergétique et la décarbonation de notre économie est un point essentiel et incontournable pour laisser une planète préservée à nos enfants. C'est aussi essentiel en matière d'image, tel que vous le disiez tout à l'heure. Donc c'est un axe sur lequel je ne lâcherai pas. Je mobiliserai les acteurs, les chambres de commerce, les entreprises, mes collègues élus du territoire, mais à l'extérieur. J'irai aussi dans les ministères. Je pense qu'il y a une vraie solution énergétique basée sur l'hydrogène sur notre territoire et je compte bien le faire savoir en 2021. L'attractivité du territoire, ça passe aussi par la culture et le tourisme, même si on le sait, l'année a été difficile, mais en cela, l'aspect touristique est un enjeu majeur. Le tourisme, c'est du développement économique. Il ne faut pas aller chercher plus loin. C'est extrêmement essentiel en termes toujours d'image, puisqu'on est sur un peu ce fil conducteur dans cette conclusion, mais c'est essentiel aussi pour tous les acteurs qui vivent du tourisme sur le territoire. C'est aussi une fierté. Avoir un territoire visité par les autres, qui passe à la télé, comme nous le faisons régulièrement maintenant, eh c'est une vraie fierté pour nos habitants et ça nous permet de nous faire connaître aussi. La culture pour tous, pas dans des endroits fermés, en cœur entouré d'initiés. Elle est extrêmement importante qu'elle soit ouverte à tous, qu'elle soit disponible, qu'elle soit dans la rue, qu'elle soit dans les esprits, qu'elle soit dématérialisée, mais qu'elle soit aussi collaborée avec les autres. C'est pour ça que nous portons le projet Rouen Capitale Culturelle, je dirais même Axe Seine Capitale Culturelle, et nous sommes très clairement impliqués dans ce projet. On peut à la fois être un territoire producteur de richesses et aussi développer, préserver un cadre de vie. Mais c'est essentiel. Nous sommes là à œuvrer avec mes collègues élus de Cosseine-Aglo à faire le territoire de demain, à faire un territoire fertile, où il fait bon vivre, où nous remplaçons les essences d'arbres qui vont aller avec la climatologie de demain, où nous surveillons les points de submersion marine ou les points de salinité de captage. Nous sommes projetés dans l'avenir pour maintenir ce cadre de vie essentiel et l'adapter au monde de demain. Nous passerons aussi par les enfants pour cela. La concertation se fera avec les enfants sur la ville, l'espace dans lequel ils veulent vivre demain. C'est essentiel pour nous de nous projeter et de voir à court, à moyen et à très long terme pour nos habitants. Eh bien voilà, pendant toute cette semaine, nous avons abordé bien des thèmes reposant sur le dynamisme économique avec son savoir-faire industriel, l'emploi, la formation, les transitions écologiques au cœur de tous nos axes de développement. On en a largement parlé mardi dernier. Tous les projets, le territoire où il fait bon vivre, la qualité des services, les infrastructures, les commerces, les circuits courts, le coworking, les richesses culturelles et patrimoniales. Tout ça reste primordial. Il nous reste peut-être à souhaiter à toutes et à tous une bonne année. Merci beaucoup Michel. Vous avez parfaitement synthétisé la fierté que nous avons, moi et mes collègues élus, à piloter ce territoire, à l'organiser pour en faire un cadre de vie privilégié. Alors une belle année à vous aussi. Et vous, mes chers citoyens, amis, élus, acteurs du territoire, je vous souhaite aussi une très belle année 2021, sous le signe bien évidemment de la santé, mais aussi des projets, du dynamisme et puis une année pleine d'amour.